vais parler donc de l'Afghanistan dans son environnement régional, parce que je pense que c'est une question qui est fondamentale. Oui, donc c'est quelque chose de fondamental. C'est que l'Afghanistan, on le sait, a été le cimetière des empires. On sait les deux derniers qui viennent de mordre la poussière en Afghanistan. Mais l'Afghanistan est aussi traditionnellement un pont culturel et commercial, ce qui est aussi très important. Et donc, je voudrais commencer par rappeler que la position de l'Afghanistan est absolument stratégique, puisque l'Afghanistan surplombe à la fois les plaines d'Asie centrale et la plaine de l'Indus. Et que donc l'Afghanistan, dans la période actuelle, occupe une place centrale dans une région du monde qui est en phase d'intégration, puisque je rappelle quand même l'intégration sur la ligne Asie-Orientale, Asie-Orientale, Asie-Occidentale, et le processus d'intégration aussi Eurasie, Asie-Méridionale. On en reparlera. Et donc, si l'Afghanistan est un foyer de déstabilisation, ça peut évidemment toucher les pays voisins où l'on trouve aussi des lieux potentiels de déstabilisation. Je rappelle le Baloutchistan pakistanais, le Baloutchistan iranien, le Cachemire, le Xinjiang chinois et le Tadjikistan. Donc, ce qui a comme conséquence que tous les pays voisins de l'Afghanistan, sans exception, ont intérêt à la stabilisation de l'Afghanistan et non pas à la guerre. Et ça me semble essentiel, d'autant plus que l'Afghanistan a un potentiel minier, agricole, hydraulique très important, qui est évidemment nécessaire pour l'avenir de l'Afghanistan, mais qui offre des opportunités pour les voisins de l'Afghanistan. Oui, donc, alors ce que j'ai dit, c'est donc que les voisins directs de l'Afghanistan ont tous intérêt à ce que l'Afghanistan soit stabilisé et soit pacifié. Par ailleurs, il faut rappeler que l'Afghanistan est un pays enclavé. Donc, si les voisins de l'Afghanistan contrôlent tous leurs frontières, à partir de ce moment-là, l'Afghanistan ne peut plus être un foyer de déstabilisation, puisque la déstabilisation vient en général de l'extérieur, et on voit difficilement comment il pourrait pénétrer en Afghanistan si tous les voisins de l'Afghanistan s'entendent pour mener une politique de stabilisation de l'Afghanistan. Je parle évidemment des voisins directs, c'est-à-dire Chine, Asie centrale, Pakistan, Iran, mais on peut évidemment rajouter à cela des voisins plus lointains, la Russie, on en a parlé, l'Inde, la Turquie, qui peuvent aussi avoir les mêmes intérêts, quoique étant un peu plus éloignés de cette scène stratégique. Alors, évidemment, on a parlé beaucoup aujourd'hui des problèmes intérieurs potentiels et réels de l'Afghanistan, les clivages politiques, les clivages ethniques, les clivages tribaux, les clivages religieux. On a parlé, bien sûr, de la très importante question de la femme. Je rajouterai à cela aussi les clivages de génération qui existent, y compris à l'intérieur des talibans, entre les anciens qui sont traditionnellement respectés dans les cultures traditionnelles et la jeunesse talibane qui a fait partie du combat et qui est évidemment quand même beaucoup plus soucieuse d'une certaine forme de modernité malgré les limites qu'on peut... mais enfin, ils sont connectés à Internet, disons. Voilà. Ce qui change quand même un peu les choses. Ou qui pourrait tout au moins les changer. Et je rappelle qu'en Afghanistan, on a deux pôles de pouvoir, l'un à Kandahar et l'autre à Kaboul, ce qui doit aussi être pris en compte. Oui. Et donc, je disais, donc l'intérêt des pays voisins de l'Afghanistan et sa stabilisation, mais aussi c'est évidemment un territoire qui offre des opportunités économiques pour ses voisins et opportunités économiques pour ses dirigeants, quels qu'ils soient, qui ont aussi intérêt à ce qu'il y ait des investissements étrangers pour pouvoir faire décoller ou reconstruire l'économie. Et ça, c'est un argument qui me semble très important pour la suite des événements, parce que quel que soit le gouvernement qui est au pouvoir en Afghanistan, il a intérêt à avoir des coopérations internationales, et donc on peut évidemment négocier avec lui sur ces questions, y compris sur les questions qui posent problème. Alors, je disais, quels sont les pays qui ont intérêt à ce que la situation en Afghanistan se stabilise? Les voisins directs, les voisins indirects.
J'ai tendance à dire aussi les pays d'Europe, parce que l'Europe fait quand même partie de la Grande Eurasie et que toutes les possibilités d'intégration économique ou de coopération économique du Pacifique à l'Atlantique sur le long terme correspondent aux intérêts européens. Un seul pays, finalement, pourrait avoir des réticences au développement de l'Asie centrale et de l'Afghanistan, ce sont les États-Unis. Pourquoi? Parce que si l'Eurasie s'intègre économiquement dans un grand marché, automatiquement, les États-Unis deviennent une puissance périphérique. Et donc, dans cette situation, soit les États-Unis acceptent la multipolarité, c'est-à-dire être une puissance parmi d'autres, soit ils se battront jusqu'au bout pour rester la puissance. Car que ce soit le projet chinois, une ceinture, une route, ou le projet irano-indien, mais avec l'association de la Russie, corridor de transport international nord-sud, on voit qu'il y a un processus d'intégration nord-sud et est-ouest en Asie qui potentiellement va faire basculer le monde vers un autre axe de développement. Et c'est évidemment ce qui explique pourquoi, si les États-Unis acceptent de devenir une puissance parmi les autres, c'est-à-dire de voir leur statut d'hyperpuissance dégradé au niveau des autres, tout ira bien. En revanche, s'ils vont se battre pour garder l'unipolarité et l'hégémonie sur le reste de la planète, à ce moment-là, on peut s'attendre à des tensions en Asie centrale et ailleurs. Et donc, je terminerai là-dessus, on assiste quand même, quand on voit la situation justement autour de l'Afghanistan, par exemple, on a vu que les talibans viennent de lancer le projet de canal Koch-Tepa pour irriguer le nord de l'Afghanistan. Et que cela a donné lieu à des négociations entre l'Afghanistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, malgré les problèmes politiques. Je rappellerai aussi que le ministre du Commerce extérieur des talibans a visité récemment Pékin et qu'un accord a été conclu entre la Chine et l'Afghanistan pour la mine de cuivre de Mess Aynak, qui a comme avantage symbolique mais très important de faire une mine souterraine afin de sauver le plus grand site archéologique bouddhique au monde. Et ce qui est important à noter, parce que si on se rappelle ce qui s'était passé à Bamiyan lors des premiers talibans, on voit qu'il y a quand même une évolution. Et je rappellerai que donc la Chine est le seul pays qui a un ambassadeur officiellement nommé à Kaboul. Mais les autres pays voisins de l'Afghanistan ont gardé leur ambassade à Kaboul, et soit ils ont un ancien ambassadeur qui est toujours là, soit un chargé d'affaires, et donc de fait les relations diplomatiques sont maintenues. Et donc mon optimisme est dû au fait que les talibans, comme n'importe quel régime au pouvoir à Kaboul, a intérêt à un développement économique, qu'il ne peut pas se passer de ses voisins, et que ses voisins ont tous intérêt à ce que l'Afghanistan soit stabilisé, mais en même temps intégré, ce qui veut dire aussi d'un pays qui va évoluer dans des directions plus acceptables en termes de régime politique, social, et en particulier, par exemple, la question des femmes, parce que tous les pays voisins de l'Afghanistan ont cet intérêt.